1945. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 1945 sur C-Direct. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Franceville au Gabon et nous vous remercions pour votre fidélité. Commençons tout de suite avec les informations du jour. 1945. Nous ouvrons ce journal avec une initiative en faveur de l'éducation à Brazzaville. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a remis hier 11 septembre un kit de matériel informatique au cabinet de l'Université Mariengwabi à Brazzaville. Ce don vise à renforcer le fonctionnement de l'administration de l'université et à accroître les performances de ses services. Durville Mondélé nous en dit plus. Composé essentiellement d'ordinateurs de bureau, d'unités centrales et autres accessoires, ce don entre dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique lancé il y a un an. Le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, s'est exprimé en soulignant l'importance de renforcer les capacités du président de l'université Mariengwabi afin de lui permettre d'entamer cette nouvelle année universitaire dans de meilleures conditions. Il faut noter qu'il y a quelques mois de cela, le ministère avait lancé la connectivité des deux grandes universités du pays, à savoir l'université Mariengwabi et Denis Sassou Nguesso, qui pourrait être opérationnelle d'ici la fin de cette année. Le ministre a profité de cette occasion pour lancer le projet de formation de 1200 jeunes en compétences numériques. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de $1 million américains. C'était Durville Nguete pour C-Direct à Volontaire. Merci Durville pour cette précision. Passons maintenant à la République démocratique du Congo où un accord majeur a été signé. 1945. À Pékin, en Chine, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, a signé un protocole d'accord avec China Harbour Engineering Company. Cet accord porte sur un projet de navigabilité du fleuve Congo, un projet clé pour le développement du pays. Jude Maingidi nous fait le point sur ce partenariat stratégique. Effectivement, Wivine, dans un contexte où la République démocratique du Congo cherche à moderniser le transport fluvial, qui est un mode très utilisé en RDC, un protocole d'accord a été signé entre l'entreprise tchèque et le gouvernement. Il faut retenir, Wivine, que ce partenariat répond à la dynamique du gouvernement à moderniser les infrastructures et à assurer la sécurité des personnes pratiquant ce mode de transport. L'entreprise tchèque sur qui le dévolu est jeté va se lancer dans les études approfondies dès octobre prochain. Soulignons que cet accord va donc matérialiser ce projet de navigabilité sur le fleuve Congo. Jude Maingedi pour le compte de C-Direct. Merci Jude pour ces détails. Restons en RDC avec un projet de grande envergure relancé. Suite à une réunion tenue le 10 septembre à Kinshasa, la construction du port en eau profonde de Banana a été relancée par le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba. Ce projet stratégique est essentiel pour l'essor économique de la RDC. Senia Katoukulu nous en apporte plus de détails. Effectivement, Wivine, des précisions sur la relance des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central ont été données à l'issue d'une session parlementaire qui s'est tenue à Kinshasa. Ce projet du premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo, attribué à DP World depuis 2018, a connu plusieurs étapes et se précise maintenant avec la phase des travaux. Une importante stratégie pour le pays en termes d'accès direct aux marchés internationaux et sur le renforcement de sa souveraineté commerciale. Le développement de ce complexe portuaire nécessitera un investissement total de 1,2 milliard de dollars américains et permettra à la RDC de disposer de son propre port en eau profonde à l'instar de ses voisins. Passons maintenant à un enjeu environnemental mondial.
La multiplication des incendies à travers le monde alerte les experts. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO met en garde contre le stress climatique croissant qui affecte les forêts dans un contexte où la demande de produits forestiers ne cesse de croître. Ces incendies représentent une menace directe pour la biodiversité et les écosystèmes mondiaux. Marem Soda Koulibaly nous en parle. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur les effets néfastes du réchauffement climatique auxquels font face les forêts. Dans un rapport intitulé « Situation des forêts du monde 2024 ». Ce rapport révèle l'état des forêts. En effet, de plus en plus de forêts sont vulnérables aux incendies avec 6687 mégatonnes de dioxyde de carbone en 2023. Notons aussi que la production du bois reste élevée avec une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 49% d'ici 2050. Ce rapport identifie aussi 5 types d'innovations majeures tout en proposant 5 actions clés. Il présente aussi 18 études de cas sur des actions dans le secteur forestier. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la hausse du réchauffement climatique avec les incendies. C'était Marem Soda Koulibaly. Merci Marem pour cette analyse. 19h45. Au Sénégal, 65% des 700 kilomètres de littoral sont affectés par l'érosion. Face à cette crise environnementale, l'ONG Consortium des jeunes du Sénégal se mobilise pour protéger les côtes, organisant des événements de sensibilisation et de collecte de fonds. Leur objectif est de préserver les plages du pays et d'informer le public sur l'importance de la protection de l'environnement. Images et commentaires. Large de plus de 5 hectares, la plage de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar, longtemps interdite à la baignade, est rongée par l'érosion, une conséquence du changement climatique. Face à cette situation, le consortium de jeunesse du Sénégal s'est engagé dans la protection des côtes. Il y a l'érosion, il y a le fait que la bande de fil à eau qui protégeait un peu l'avancée de l'eau, l'avancée du sel, etc. a été déclassifiée et donc est progressivement détruite. Et il y a tout simplement que cette plage aujourd'hui est sous-exploitée. Il y a très peu d'aménagements de sécuritaire, la baignade y est dangereuse. Des efforts sont faits, mais le potentiel est encore vraiment important. Est énorme et nous essayons justement de pouvoir capitaliser sur ce potentiel-là. Sur les 700 km de littoral sénégalais, 65% sont affectés. Conséquence, on assiste à la réduction des espaces de loisirs, des habitats côtiers et les moyens de subsistance des communautés locales. Get Beach, c'est un programme que nous avons initié il y a 1 an qui vise à revaloriser la plage de Guédiawaye, qui est une des plus belles plages du Sénégal et d'Afrique, en y développant des activités de développement positif pour les jeunes, des activités culturelles, sportives, environnementales, en y mettant des aménagements légers mais qui permettent aux enfants de pouvoir s'amuser, découvrir des arts, découvrir des sports. 60% du littoral sénégalais est occupé par la population, une population que veut éduquer le consortium de jeunesse du Sénégal à travers ses activités sportives et ludiques. Pour cette année, une opération de ramassage des ordures sur la plage de Guédiawaye a rencontré l'adhésion du public. Donc nous ne sommes pas là juste pour s'amuser, nous sommes là aussi pour échanger avec les jeunes, pour leur conscientiser davantage et pour leur capacité davantage sur les métiers ou bien sur les problématiques écologiques. Donc nous sommes là, quand les jeunes viennent pour prendre des tickets, on discute avec eux par rapport à l'écologie. Quand quelqu'un jette quelque chose, on lui dit ramasse, tu ne sais pas que ça peut nuire notre environnement, etc. Pour atténuer les futurs impacts du changement climatique sur les côtes sénégalaises, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat préconise entre autres des programmes de reforestation des mangroves ou encore la construction de digues.
Après le naufrage tragique de migrants il y a 3 jours, le président Diomaye Faye a déclaré vouloir intensifier la lutte contre les passeurs. Il a également critiqué son gouvernement pour ne pas mettre suffisamment la jeunesse au centre des priorités nationales. Des mesures sont attendues pour prévenir de tels drames à l'avenir. Images et commentaires. 3 jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville de Mbour, les recherches pour trouver des survivants continuent, même si les chances sont quasi nulles. C'est face à la gravité de la situation, la mine serrée, que le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville de Mbour cette soirée de mercredi. Le constat est clair, la situation devient insoutenable. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Si le président accuse les filières de traite humaine au sein de la population, on reproche au nouveau gouvernement d'avoir les priorités ailleurs et non sur la jeunesse sénégalaise qui peine à trouver des emplois. Moussa Diakhaté affirme d'ailleurs avoir tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais en vain. Tout flambe au point que notre artisanat qui était en agonie est dans le coma. Cette jeunesse qui n'a plus de perspective continue de plus belle à y aller parce qu'ils avaient promis en promesse de campagne, dès qu'ils seraient au pouvoir, sans délai, ils allaient prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. Hélas, ce n'est pas le cas. Jusqu'au moment où je vous parle. Pour le député Moussa Diakhaté, les parents des jeunes ont leur part de responsabilité. Mais aussi permettez-moi de dire la vérité à ces parents de ces jeunes qui ont cotisé pour faire partir leurs enfants, qui ont à la limite, à un certain moment aussi, participé à tuer leurs propres enfants. La vérité n'a pas de camp. Si près de 40 corps ont été repêchés à ce jour avec 4 survivants, une 50aine de personnes selon les sources manquent toujours à l'appel. Les autorités promettent d'agir avec force. Le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces migrants, ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement. L'instant est donc au recueillement dans ce quartier de Mbour qui a vu périr plus d'une dizaine de ces jeunes. Le Sénégal vit l'une de ses pires crises migratoires depuis quelques années. Terminons ce journal avec un événement culturel d'envergure. La 2e édition du festival Ponton Miziki s'est tenue au bord de l'océan à Pointe-Noire. Cet événement international de musique a réuni des artistes de divers horizons, du Cameroun à la RDC, en passant par la France et le Brésil. Une véritable fusion culturelle et musicale qui a marqué le week-end. Am César et Ben Pambou reviennent sur cet événement riche en découvertes. C'est au bord de l'océan Atlantique que 2 grands podiums ont été installés à l'occasion de la 2e édition du festival Ponton Miziki à Pointe-Noire en République du Congo. Près d'une trentaine d'artistes du Congo au Brésil en passant par la RDC, la France et le Cameroun ont tour à tour occupé la scène pour exprimer leurs talents. Parmi les invités de renom, le groupe MPR, venu tout droit de la RDC, a captivé le public avec ses chansons engagées, dénonçant la guerre à l'est du Congo. Leur musique, alliant hip-hop et mélodies traditionnelles de l'époque du Zaïre, a résonné avec puissance et émotion, rappelant ainsi les réalités douloureuses de leur pays. Ça fait vraiment gravement plaisir. Pour Tana Bande, on a vu ça à Brazza et surtout à Pointe-Noire. Pour nous, c'est la première et on est vraiment contents. Évolution, ils ont bien avant, ils étaient très compliqué pour un artiste rappeur à tourner dans le monde. Aujourd'hui, hip-hop en général, dans la minute évolution, il y a une génération qui a récupéré. C'est pas parce qu'on raconte ce qu'on vit dans nos vies et tout
que tout ça dans la classe membre politique. Non, ceux qui est pas dans le lipa, ils qui 80 francs et comme 200 francs et dans un moto le belé. On doit réclamer quoi. C'est pas ça politique. J'ai dit c'est que j'ai vu en fait. Maintenant moto zongo n'enga lingi. Ceux qui ont zongo la positivité que non na yo qui peuple n'enga les là bon ça makambu. Wana ye. Ceux qui a eu noté c'est par haine et tout bazo takenga bazo négliger wana ye. Mais nous on va continuer à faire notre musique en fait. J'avoue que leur message est quand même assez touchant. Ils parlent vraiment de la réalité de ce moment. Franchement, j'ai rien trouvé de déplacé et j'ai trouvé que ça sensibilisait. Et franchement, c'était super. Du côté des voix féminines, Nestelia Forest a ébloui le public avec ses chansons en langue locale, mettant en valeur les racines culturelles congolaises. Son interprétation a fait voyager les spectateurs dans l'univers riche et authentique de la musique traditionnelle. JCB, quant à elle, figure montante du rap féminin et lauréate du prix Découverte RFI 2023, a apporté une énergie inégalée sur scène, renforçant sa place comme l'une des grandes représentantes du rap en Afrique centrale. C'est un grand plaisir d'être là, ça m'avait manqué cette ambiance-là. Surtout que ça faisait un bon moment que j'étais pas revenu sur Point Noir. Donc quand on me contacte pour le Panton Music Festival, c'est une belle occasion pour moi de venir de fêter, de mettre dans les dégâts un dégât comme je le dis dans mes termes avec voilà, mon public de Point Noir et toutes les personnes qui sont sur Point Noir. C'est un honneur de revenir ici. On vient de faire une tournée européenne. Et là, on va aller faire la tournée africaine. Les messages que je passe très souvent dans ma musique, c'est des messages d'éducation. Un être humain a besoin de s'orienter dans la vie, de savoir pourquoi il doit ressentir le besoin d'exister, de parler aux autres, de partager aux autres. Et c'est un peu la vision que j'ai. C'est pour ça que le projet que je vais sortir très bientôt va s'appeler Visionnaire. Comme on fait du live, donc on va aller dans la tradition bien puisée là. Comme il y aura du monde, je sais qu'il y aura beaucoup d'expatriés, donc on va aller sur ça pour leur montrer notre musique, leur faire voir que nos langues sont belles. Les filles doivent savoir que les propositions indécentes ou encore des bâtons dans les roues, c'est partout dans le monde. Il faut juste savoir ce que tu veux. Tu peux faire des erreurs et apprendre, en faire des leçons. Parce que les erreurs, c'est partout, on est humaine et c'est normal qu'on fasse des erreurs. Mais quand tu sais ce que tu veux, bah tu vas y arriver. Si j'aimais pas la musique, tu sais, j'allais déposer les clés il y a longtemps. Mais comme j'aime ce que je fais, je sens que c'est quelque chose que j'adore faire. Je continue. Le festival n'était pas uniquement une célébration musicale. Autour du site, plusieurs stands ont mis en valeur les produits du terroir congolais. Des œuvres d'art locales aux produits agroalimentaires, les visiteurs ont pu apprécier la richesse culturelle et artisanale de la région. La deuxième édition du festival Panton Miziki a non seulement confirmé l'engouement du public pour cet événement, mais elle a aussi souligné l'importance de la musique comme vecteur de message et de culture. Le succès de cette édition promet déjà une prochaine encore plus grandiose, avec toujours plus de talent et de découvertes. C'est ainsi que se termine cette édition du 1945. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur C-Direct. Bonsoir à tous.